Bonjour, comment allez-vous? N'est-ce pas extraordinaire ce salon? On a quand même inserté chirurgiquement une infrastructure moderne dans un salon qui est si joli. Vous allez bien? On a divisé, hein, il faut que je regarde les deux côtés. Ça me donne un peu de flexibilité. J'aimerais bien vous parler quand même de quelques innovations où nous sommes capables de bien regarder l'impact qu'on a dans la société et qui dépasse le zéro carbone, les zéro émissions. Je ne sais pas si vous savez, mais en 1991, j'ai proposé dans un article la nécessité d'atteindre objectif zéro. À cette époque-là, on a quand même cru que j'étais un peu un fou dans cette manière-là. Moi, je suis un homme qui travaille au Japon. En 1994, j'ai quitté l'Europe pour m'installer au Japon et moi je travaille sur le tatami. J'aimerais bien que vous regardiez quand même la photo de mon tatami et que moi j'ai des shoji où je vois quand même la lumière naturelle passer devant moi. Mais quand j'ouvre les fenêtres shoji, j'ai toujours des fleurs qui sont en train d'épanouir devant moi. C'est mon inspiration. Alors je crois que c'est très important que nous parlons aussi de la qualité de la vie à l'endroit où on travaille. Il faut avoir un endroit où on peut être inspiré par la nature, parce que la nature, c'est mon maître. Moi, je suis un produit d'un homme qui s'appelle Aurelio Peccei. Aurelio était le président de la Fiat, il était président d'Olivetti. C'est un homme qui a créé le Club de Rome. Qui se rappelle du Club de Rome? Ah oui, quand même. Ah, ce sont des vieux qui se rappellent. Des jeunes ne se connaissent pas du tout. Je suis membre du Club de Rome, je suis dans le conseil et je m'inspire des gens qui font des choses. Je vous donne la photo de mon ami Suat Topsu. Qui connaît Suat? Un futur prix Nobel sans doute. Hein. Un homme extraordinaire qui a inventé l'Internet à la vitesse de la lumière. Eh bien, moi je suis produit du Club de Rome et j'ai quand même connu dans les années 72 le fameux rapport halte à la croissance. Nous venons d'avoir la réunion du 50e anniversaire du Club de Rome il y a quelques semaines, où on a revu toutes les prévisions de l'époque. Et c'est quand même très intéressant que dans ce rapport, on avait, avec un modèle mathématique de MIT, l'opportunité de regarder en détail quelles sont les prévisions pour la Terre. En général, les prévisions du Club de Rome ont été bien précises, sauf deux. La première, c'est que nous sommes quand même devenus assez efficaces dans l'exploitation des matières premières. C'est-à-dire que même la pire des prognoses de l'exploitation de la Terre, aujourd'hui, on ne l'a pas atteint. C'est-à-dire qu'on a fait quand même un grand effort, peut-être sans le savoir, dans la productivité des matières premières. Mais la deuxième prévision, qui était complètement erronée, c'est qu'on avait prévu une efficacité de la productivité de l'agriculture qu'on n'a jamais atteint. Et ça, c'est la révolution dont nous avons besoin. C'est-à-dire, dans les années 72, on attendait que la génétique et la chimie, quand même, allaient prendre un niveau d'efficacité beaucoup plus élevé que nous avons atteint aujourd'hui. Ça veut dire que la génétique et la chimie n'ont pas du tout donné des résultats qu'on attendait à l'époque. Nous, au sein du Club de Rome, on s'est posé la question, pourquoi? Pourquoi? Eh bien, le résultat de notre analyse est assez simple. On ne l'a pas atteint parce que nous avons tant de pollution dégagée dans l'air, dans notre sol et dans l'eau, que notre nature n'est plus capable de gérer ces excès de pollution. C'est-à-dire que notre terre est fatiguée. Et comme notre terre est fatiguée, elle ne sait pas du tout suivre les demandes que nous avons imposées à cette terre. Alors l'heure est arrivée que nous ne demandons pas du tout que la terre produise plus. Le moment est arrivé que nous fassions beaucoup plus avec ce que la terre nous donne déjà. C'est dans cet esprit-là que j'ai lancé il y a 25 ans cette petite entreprise de la détergence et nous sommes 10 heures du matin lundi. Non, il n'y a pas de grève.
Non, il n'y a pas de grève. Moi, je payais mes employés un demi-euro pour venir travailler en bicyclette. Je suis belge, c'est une entreprise belge. Vous savez que pour un demi-euro, tout le monde vient en bicyclette. Il faut quand même prendre des décisions assez simples. Quand on me disait, mais ça coûte beaucoup d'argent. Si vous voulez mettre 120 places parking, vous aménagez le parking avec la sécurité, barrière, etc., illumination, vous arrivez quand même à dégager un budget important. Si je redistribue ce budget pour la totalité de parking sur 5 ans, eh bien, j'arrive à un demi-euro par kilomètre pour venir à travailler en bicyclette. C'est ça. C'est pas difficile, on n'a pas besoin des grands calculs. Malheureusement, les MBA qui ont étudié à l'INSEAD, comme moi, on n'enseigne jamais ce type de réflexion. Et pour moi, c'est très important. La durabilité est tout à fait différente qu'on s'imagine aujourd'hui. Il faut transformer le modèle d'affaires. Le changement de climat est le résultat d'un modèle d'affaires erroné. C'est un modèle d'affaires qui va continuer à créer des excès, ce qu'on appelle la pollution. Et c'est dans cet esprit-là que moi je demande de quand même redéfinir la durabilité. Imaginez-vous cette photo. Vous voyez l'huile de palme, les palmiers qui sont semés. Aujourd'hui, ces palmiers sont considérés par la table ronde de l'huile de palme comme durable. Je suis désolé, hein? C'est faux. Le durable, c'est le forêt. On ne peut jamais arriver à une conclusion que cette plantation monoculture est durable. Malheureusement, l'industrie a réussi à nous convaincre qu'eux sont durables. Et je crois que c'est exactement ça ce qui est difficile à comprendre. Je dirige une entreprise qui s'appelle Novamont. Je suis le président du conseil, ça veut dire que je fais peu. Mais l'entreprise nous travaille avec les chardons. Vous connaissez le chardon? Vous le considérez comme une mauvaise herbe. Les mauvaises herbes ne sont pas des mauvaises herbes, c'est la réponse de la nature à une situation critique où la nature nous envoie des semences qui sont les meilleures adaptées pour ce terrain-là. Et nous savons très bien qu'avec le chardon, après 2-3 générations de chardon, ça prend 7 années pour une génération, après 2-3 générations, vous avez récupéré le terrain. Mais qu'est-ce que fait l'être humain? On jette quand même les glyphosates. Et après 40 années de glyphosate, les chardons continuent à pousser. Il faut quand même changer la stratégie si ça ne fonctionne pas. Nous avons décidé avec notre entreprise de reprendre le chardon, d'utiliser les semences pour faire une huile. L'huile est transformée en acide et avec la paille, voilà, ce sont ces celluloses. Le cellulose on transforme en alcool parce que ce sont des sucres. Et quand vous avez un alcool et vous avez une acide, qu'est-ce que vous faites? Des monomères et des polymères. La plastique naturelle. Quel est mon coût de revient? Mais c'est évident que c'est bon marché, parce que mon coût de revient, ce sont des chardons qui sont considérés comme des mauvaises herbes. Aujourd'hui, on nous paye pour les récolter. Ça, c'est la différence. Le modèle d'affaires doit changer d'un modèle où on fait importer n'importe quoi, n'importe où, pour arriver à un prix de revient qui est le moins cher, dans un modèle d'affaires où nous réussissons quand même de créer des plus-values. Et c'est seulement en créant des plus-values que nous réussissons à transformer cette société. Il faut avoir des multiples cash flows, multiples revenus. Arrêtons de faire des business plans où nous tâchons de trouver quand même une compétitivité sur un produit seul. Tout devient infrastructure et tout nous permet de créer des plus-values. Quelles sont entre autres les plus-values, à part des monomères et polymères? C'est que le chardon a une acide qui s'appelle l'acide pélargonique. Et vous savez à quoi ça sert? C'est l'herbicide naturel des chardons. Nous sommes les premiers producteurs de la concurrence au glyphosate. Malheureusement, ça nous prend, même en France, 5 à 6 ans pour être homologué. 5 à 6 ans pour un produit naturel pour être homologué. C'est le scandale. C'est l'intérêt. Et pour cette raison-là, le pauvre président Macron n'aura jamais le résultat que pour 2021, on arrête de vendre les glyphosates. Parce que l'homologisation même prend 5 à 6 ans. Et il faut changer les modèles d'affaires. C'est la raison pour laquelle on le fait en Amérique latine et pas en Europe. C'est assez simple.
Mais il faut quand même repenser les différentes affaires. Je vous donne un cas concret. Il faut quand même aussi repenser les modèles d'affaires pour y inclure, même si vous êtes en ville, pour y inclure les paysans, les agriculteurs. Si vous n'intégrez pas dans vos modèles d'affaires les agriculteurs, eh bien, mesdames et messieurs, on ne trouvera jamais les solutions durables de longue durée. Le café vert, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on met le café vert dans une petite poche Melita. On met un Near Frequency à côté, c'est-à-dire qu'on peut suivre exactement toutes les informations de ce café dès de la ferme. On les installe chez les paysans, on va pas torréfier, on fait la vente du café vert. Avec une machine qui me permet, avec une petite puce, d'avoir toutes les informations et moi, je vais torréfier à la maison. Quel est mon but? Mon but, c'est que je crée le big data de la torréfaction à la maison. Nous avons, après 3 années, la plus grande banque de données de la torréfaction faite à la maison du monde entier. C'est big data combiné avec. Mais qu'est-ce que c'est l'opportunité? Je l'installe déjà dans 100 000 maisons en Allemagne. Et quel est le grand avantage? Le grand avantage, c'est que je vends du café vert au prix du café torréfié. La différence, c'est que le paysan reçoit 3 200 € la tonne au lieu de 800. C'est la différence. Et comment je pourrais le financer? C'est parce que j'ai du big data, de la torréfaction. Quand même, la torréfaction est une qualité extraordinaire, une profession extraordinaire. Nous avons les données. Les données, on les crée dans les centres-villes, ça nous permet de changer le lien avec les caféculteurs. C'est ça ce qu'il faut faire. C'est repenser la totalité des affaires qui nous permet quand même de lancer des emplois. Parce que si vous passez de 800 à 3 200 € la tonne, vous transformez l'opportunité de créer des emplois. Si nous continuons à tâcher de créer une économie où on fait la concurrence sur base des prix de revient les moins élevés, nous ne serons jamais capables de faire la transformation à la durabilité. Deuxième cas, dans les 15 minutes que j'ai devant moi, c'est quand même la technologie des yeux. On ne se rend pas du tout compte que quand il fait noir, avec une lumière LED bleue, comme maintenant, nous n'avons que 5 millions de neurones qui fonctionnent. Mais quand nous mettons la lumière de la soirée, qui est jaune et rouge, nous sommes capables de nous connecter avec notre cerveau avec 120 millions de neurones. Ça veut dire 24 fois plus. C'est la base de la biologie qui nous amène à repenser l'Internet. Mesdames et messieurs, c'est là où ce qu'il faut. L'infrastructure qui existe, comment ça s'appelle Paris? The City of Lights, la ville de lumière. Eh bien, mesdames et messieurs, les 14 milliards de points d'éclairage public dans le monde se convertiraient en réseau Internet. C'est la grande révolution parce que ça nous permet d'avoir, grâce aux LED qui sont développés dans sa 3e génération, de ne perdre qu'1% en chaleur et d'avoir 99% en capacité d'éclairage. Mais comme les LED clignotent jusqu'à 1 milliard de fois par seconde, nous sommes capables d'y insérer un code de Morse. Ça veut dire que pour une ville comme Paris, la totalité de l'éclairage public se peut convertir chaque point d'éclairage dans des services qui équivalent aux services des satellites. Mesdames et messieurs, c'est important de savoir que les technologies qui se développent dépassent les possibilités qu'on s'imagine aujourd'hui. Mais si nous ne sommes pas derrière avec une redéfinition du modèle d'affaires, nous allons continuer à faire l'exploitation qu'on a connue tout le temps. Je crois que le LiFi est une technologie extraordinaire, l'Internet à la vitesse de la lumière, mais il faut qu'on le traduise en projet concret. Le marché est énorme. Je n'entre pas dans tous les détails, mais le plus important, c'est que nous n'avons pas seulement l'objectif d'économiser l'énergie. Notre objectif est de créer des plus-values. Alors, si on n'a que le but de diminuer la consommation, nous n'arrivons jamais à la transformation. La transformation ne se fasse que dans le cas où vous avez des plus-values, des services qui n'ont jamais été pensés,
qui vous permettent de financer la transformation. Je sais que mon temps est fini, mais il y a de l'argent derrière, mais nous avons un facteur qui nous manque aujourd'hui, ce sont les entrepreneurs. Si on n'a pas une nouvelle génération d'entrepreneurs qui sont prêts de soulever tous ces défis avec le plaisir, la joie et quand même avec un grand cœur pour transformer cette société et qui sont prêts quand même de prendre la relève des grandes industries, on ne fera jamais la transformation. Pour terminer, nous nous lançons dans 100 villes. 100 villes pour introduire des innovations qui sont hors du commun, qui dérangent des grandes industries, qui dérangent tout le temps. C'est pour ça que je mets une cravate et un costume. On m'appelle le Che Guevara de la durabilité. Alors quand même, je n'aime pas mourir avec une balle dans ma tête. Mais je crois que ce qui est très important, c'est que si on ne prend pas 100 villes qui s'engagent de faire ces transformations qui dépassent la logique qu'on a aujourd'hui, avec des innovations. En conclusion, ce que fais-je? Comme j'ai toujours du mal à convaincre des vieux de mon âge, qui ont toujours des doutes et qui disent « Ah oui, mais », je parle surtout avec les enfants. J'ai écrit pour chaque projet, pour chaque technologie, pour chaque innovation, j'écris des fables. Et les fables sont distribuées grâce au gouvernement chinois à toutes les écoles chinoises. Les jeunes, quand je leur parle d'une lumière qui vous permet d'avoir un Internet qui est 10 fois, 100 fois plus vite que l'Internet aujourd'hui, les enfants y croient immédiatement. Nous, il faut avoir des études de faisabilité, il faut avoir des plans d'affaires. Alors nous refusons cela et je crois que la seule manière de vraiment arriver à la transition, à part de notre volonté de transformer le modèle d'affaires, c'est d'inspirer les enfants. Vous n'inspirez pas les enfants, il n'y a pas de futur. Merci à vous.